Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Daph, de retour pour un petit tête-à-tête avec Sandrine Larive. Comment tu vas? Ça va super, merci Daphné. Et toi? Ouais, ça va bien, top, top. Tu es une femme avec de multiples facettes. Donc, tu es une coach de vie, révélatrice potentielle, féminin, praticienne en hypnose et conférencière sur le sujet dont on va aborder aujourd'hui. Un sujet qui est, je pense, un peu tabou, qui suscite un peu des questions. Donc, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que déjà on va sauter droit dedans? Est-ce qu'on peut déjà un peu définir le syndrome de l'imposteur? Je pense qu'il y a un peu des points d'interrogation autour de ça. Pour toi, c'est quoi vraiment le syndrome de l'imposteur? En fait, c'est toujours ce sentiment qu'on ne mérite pas forcément sa place. C'est toujours cette question par rapport à la place, cette question de légitimité, cette question de toujours se dire, je doute en permanence, je ne suis peut-être pas à la hauteur de ce que je suis en train de faire, je ne le mérite pas. Et en fait, ce n'est pas un problème tant que c'est temporaire. Il y a 70% des gens qui en font l'expérience au moins une fois dans leur vie. Mais le problème, c'est quand ça devient un doute permanent qui s'incruste un petit peu trop dans certains domaines de notre vie, professionnelle ou personnelle. Et là, du coup, est-ce que on arrive à un diagnostic quand c'est quelque chose de récurrent? Est-ce qu'on peut mettre des mots dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, médicalement connu, reconnu? Alors, bon, c'est un joli nom aussi, on va dire peut-être un petit peu marketing parce que c'est plus facile d'en parler, mais Ouais. effectivement, c'est pas un syndrome médical, c'est pas un trouble mental, c'est pas un trouble pathologique. C'est vraiment plutôt ce qu'on appelle en anglais même un pattern, c'est quelque Hmm. chose, un schéma limitant récurrent qui revient et pour cause. Souvent, ça date vraiment de notre enfance. C'est aussi dû à la pression de la société, parfois en tant que femme. C'est lié aussi aux stéréotypes qu'on peut avoir dans la société, surtout pour les femmes brillantes, et c'est lié aussi à notre histoire. Donc en fait, il y a plein de facteurs exogènes, donc enfin, en externe par rapport à nous, qui ont vraiment une influence là-dessus. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais demander. En fait, en fin de compte, il vient de quoi? Il peut venir de tout ce que tu dis, mais c'est plus quelque chose, on va dire, je le vois comme une conséquence, par exemple, de notre subconscient et de notre inconscient. Est-ce que tu le décrirais qui vient de quelque chose, d'un blocage, même transgénérationnel, psychogénéalogique, d'un événement Alors, traumatisant? oui, et tu fais bien de le dire. En fait, ça peut venir de très loin. Ça peut mettre effectivement quelque chose qu'on se traîne. On dit des fois Hmm. d'une génération à l'autre. Et bien sûr, comme ça vient de l'éducation, aussi de ce que les stéréotypes de la vie enfin, nous disent, de plein de choses, de comment nos parents nous ont éduqués. Parfois, nos parents nous donnent des croyances limitantes, où on entend aussi des phrases assassines quand on est enfant ou quand on est à l'école de certains professeurs. Moi, je me rappelle, j'ai eu ce syndrome en anglais parce que j'ai entendu un professeur qui m'avait dit avec ton niveau d'anglais, tu n'arrives même pas à faire une synthèse d'un article, tu ne parleras jamais anglais. Aujourd'hui, je fais de l'hypnose en anglais. Donc, la question, c'est Hmm. aussi comment on arrive à le dépasser. Mais des phrases comme ça ou des croyances comme ça, on en a tous. Le problème, comme tu dis, c'est qu'au bout d'un moment, comme c'est vraiment, ça vient de l'enfance, ça s'est incrusté à l'intérieur de nous, dans notre inconscient. Et c'est pour ça que des fois, on dit, j'aurais envie de m'en débarrasser, mais j'y arrive pas. Parce qu'il y a une part Hmm. de nous qui a tellement été habituée, c'est comme n'importe quelle habitude, que du coup, il faut peut-être prendre une autre perspective, se poser, voir les choses différemment, et on verra peut-être après comment justement trouver des stratégies, des solutions, pas pour l'éradiquer, parce qu'on verra aussi que ça peut être très positif, mais vraiment pour le dépasser. Ah, j'allais dire, je vois aussi souvent ça, on ressent ça aussi, par exemple, on se sent pas légitime si on part dans une carrière professionnelle et on n'a pas forcément de formation. Ça, je trouve qu'il est super présent, hein. Quand on se dit, mais non, de toute façon, je peux pas avoir ce métier-là, j'ai pas fait d'études. Mais ça revient du coup, Alors, nous, à la oui, société, hein. oui, mais en plus, ce qui est génial, c'est que le syndrome de l'imposteur chez les femmes entrepreneurs et parfois brillantes, en Mhm. fait, il est là avec ou sans diplôme. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir Ok. le côté je vais faire plein de trucs, je vais travailler dur, je vais passer plein de diplômes, et elles ont quand même le syndrome de l'imposteur. Et de la même manière, sans diplôme, finalement, on se lance et c'est exactement le même résultat. Donc, en plus, c'est même pas lié au diplôme. Et Pas- d'ailleurs, parfois, il y en a qui ont tendance à procrastiner dans ce lancement de l'entreprise en ajoutant un nombre incalculable de diplômes, mais en se lançant jamais.
Et ça, c'est vraiment un syndrome de l'imposteur récurrent chez les femmes entrepreneurs qui ont du mal à se lancer, qui ont l'impression que c'est un saut dans le vide, alors que souvent, c'est une continuité de ce qu'elles ont fait avant. Mais il y a un petit dialogue interne négatif dans leur tête, une petite voix qui fait « Oui, mais c'est la première fois que tu commences. Oui, mais comment tu peux te trouver légitime dans ce truc-là ?» Enfin, je veux dire, tout le monde le vit, tout le monde nous le dit. Mais d'un autre côté, c'est génial parce que ça veut aussi dire que c'est un indicateur de progrès. C'est-à-dire que si je l'ai à un moment donné, c'est que je suis en train d'avancer, c'est que je sors de ma zone de confort et c'est que je suis en train de faire quelque chose, un mouvement, un changement. Donc, parfois, il faudrait peut-être aussi le reconsidérer comme quelque chose de positif qui est en train de m'indiquer que je suis en train de bouger. J'allais dire, il y a vraiment ce côté où soit on nourrit le côté, Voilà. tu vois, on essaye de lui donner des raisons. Vas-y, je te donne tous les diplômes que tu veux, je fais tout ce que C'est tu veux. ça, la nourriture. Voilà. Et du coup, on n'est pas satisfait parce qu'en fin de compte, on n'est pas en alignement avec nous-mêmes, mais on est en train d'essayer de s'identifier à ça. Donc, il y a vraiment aussi ce côté, comme tu dis, merci de dire, j'allais dire, il y a quoi les côtés positifs? C'est vraiment de se dire, il y a quelque chose qui bouge et qui nous ressent qu'on est peut-être moins. Est-ce qu'on peut, on va dire, mettre un synonyme entre mental et syndrome de l'imposteur ou quand même pas à ce point? Toi, tu mettrais quand même un. Alors, c'est pas forcément mental, mais en tout cas, c'est une partie, en fait, effectivement, mentale de nous qui nous parle. On parle toujours de ce dialogue intérieur négatif. Et c'est cette petite voix qui dit à un moment donné, tu es nul, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez, tu es une fraude. À un moment donné, quelqu'un va te découvrir, c'est sûr. OK, c'est passé cette fois-ci, mais c'est la chance. Hein. Souvent, on attribue beaucoup de choses à des facteurs externes. C'est la chance. Ah non, mais c'est parce que j'ai participé à ce truc-là. Et cette cause externe est d'autant plus forte chez les femmes. Les femmes ont tendance à toujours attribuer, par exemple, leur réussite au groupe ou des choses comme ça. Et l'idée, oui, c'est de trouver des stratégies pour Ouais. dépasser tout ça. J'allais dire, quels moyens as-tu pour détacher? Est-ce que tu as vraiment des moyens, on va dire, basiques ou des choses qui sont un petit peu d'une manière générale pour essayer vraiment de se détacher du syndrome? Ouais. Déjà, ce qu'on voit, alors c'est beaucoup à la mode. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Je pourrais vous en donner un, par exemple, Ouais, à la fin, si jamais vous voulez continuer à approfondir le sujet. oui. Il y a des podcasts, il y a plein de choses. Et ce qui fait en fait la valeur de tout ça, c'est que on le nomme. C'est cette idée de nommer ce truc et de dire, ouais, finalement, j'accepte d'être vulnérable. Et je dis que j'ai peur et je dis qu'à chaque fois, je ne me sens pas à la hauteur. Et souvent, je fais des workshops de 2-3 heures dans des entreprises. Et il y a vraiment cet effet de groupe de se l'avouer entre nous. C'est hashtag Own Your Imposter Syndrome. C'est ouais, si je vous dis pourquoi je l'ai devant tout le monde, et je vais me sentir moins seule tout d'un coup. Wow. Et je vais me dire, il n'y a pas que moi. Même en tant qu'entrepreneur, à quel point ça fait du bien de voir d'autres entrepreneurs qu'on voit des fois qu'on réussit en Ouais. apparence sur Instagram et on se dit, putain, cette fille, elle est géniale. Et puis quand tu l'entends dire, ouais, moi aussi, quand je me lève tous les matins, que je fais quelque chose de nouveau, franchement, je me sens pas à la hauteur, ça fait du bien aussi. Donc ça, c'est aussi la première chose, c'est de nommer et d'en parler avec les autres. De fait de le dire, en fait, simplement. C'est que tu te détaches parce qu'en fin de compte, on pense qu'on est le syndrome de l'imposteur, tu vois. Puis en fait, non, c'est vraiment, on est, il est au milieu de nous, mais en fait, on n'est pas, il n'est pas nous, quoi. Mais c'est dur de faire ce travail-là. Hein. C'est dur de s'ouvrir et de se dire, voilà, oui, j'ai toutes ces faiblesses, enfin, faiblesses. Je le vois pas comme une faiblesse, mais comme tu as dit, vulnérabilité. Donc vraiment, rien que le nommer et en prendre conscience, on est en partie libéré, comme tu dis. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se compare beaucoup aux autres. Et ça, c'est un des fondamentaux, c'est la confiance en soi qui manque souvent. Et cette idée toujours de se comparer à l'autre. Et notre cerveau fait une distorsion, en fait, par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on croit que les autres savent. Et du coup, dans la réalité, normalement, ce qu'on sait et ce que les autres savent, c'est à peu près proportionnel. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Mais nous, on voit ce que les autres savent comme quelque chose de beaucoup plus énorme. Et du coup, on a un peu un complexe d'infériorité aussi qui se développe par rapport à ça. Alors que, en général, la confiance se construit avec l'expérience et en faisant. Et le syndrome de l'imposteur, c'est un peu l'inverse. C'est plus on fait, plus on se dit qu'on doit en faire encore plus. Il y a certaines femmes qui en font tellement qu'elles vont jusqu'au syndrome d'épuisement et de burn-out. Parce que c'est un truc qui s'auto-nourrit et qui est infernal et ça ne s'arrête jamais. Donc ça peut être vraiment problématique
Et c'est souvent des femmes brillantes, voire au potentiel, qui aussi font des burn-out en entreprise parce qu'elles ont ce sens de la perfection énorme qui les amène à l'épuisement, qui les amène au burn-out. Parce qu'en fin de compte, ça met vraiment ce stigma de la société de dire il faut faire, 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 faire pour être, si tu veux. C'est faire, C'est faire, ça. faire. Allez, ça s'arrête où en fait? Il y a quoi? C'est quoi la limite du Ouais. faire pour être quoi? Donc et que tu dis vraiment ça touche à ce que j'ai compris un peu plus les femmes. Est-ce que tu as, on va dire, est-ce que toi, tu as vu un schéma ou des moyennes un peu pour voir d'où vraiment, qui ça touche un peu plus le syndrome en général ou ça peut toucher Alors, vraiment tout le en monde? fait, ça peut toucher tout le monde, hommes et femmes, de la même manière, sauf que chez les femmes, c'est complètement décuplé au niveau du ressenti, parce que du coup, il y a cette confiance en elles qui est souvent moins forte que chez les hommes. Et on le voit aussi en entreprise, par exemple, un exemple typique de différence entre les hommes et les femmes, si une femme postule, enfin, si un homme postule pour un poste avec un certain nombre de critères, imaginons 5, 6, l'homme, s'il a 4 critères sur 6, il va y aller. Il sait qu'il va apprendre sur comme on appelle on the job en Sur anglais, le tas, ouais. va développer voilà, toutes ses capacités quand il va y être, qu'il n'a pas besoin de tout savoir. Une femme, elle va être beaucoup moins dans l'action, beaucoup plus dans le retrait, elle va complètement s'inhiber et elle va se dire que pour avoir ce job, il faut avoir tout tiqué, les 6 critères. Et du coup, ça crée aussi pas mal d'écarts, de gap dans la société. Après, ça crée des écarts de salaire, etc. Le syndrome de l'imposteur aussi empêche les femmes de demander, de négocier leur salaire. Elles sont beaucoup moins à cause de ça à demander des augmentations, etc. D'où le gros écart en ce moment dans la société, où il y a peut-être un écart de salaire de 20%, ça dépend si c'est en Europe ou aux États-Unis, entre les hommes et les femmes, parce que ça a commencé très tôt dans leur carrière et ça ne se réduit pas à cause de ces comportements qu'on a intrinsèquement en nous et qu'on a à cause de tout ce qui se passe dans la société, qui est encore très patriarcale. Ouais. Alors, en plus, ça ne nous pousse pas en tout cas, nous femmes, à changer. Et c'est vraiment ça. Donc, on dit que les hommes ont 25% plus de chances, de moins de chances de le développer, mais c'est aussi lié à cet environnement, je pense. Je pense que dans un environnement classique, où les femmes ne sont pas en minorité, par exemple, dans le top des organisations, ça arriverait moins. Et plus on est dans une minorité, plus on double ce syndrome de l'imposteur. Femme seule en haut d'une organisation, il y a de grandes chances qu'elle en fasse encore plus pour rester où elle est. Et c'est un peu ce que disait Michelle Obama dans son livre Becoming, où elle parlait de son problème, son stigmate dès le début de femme noire, première femme des États-Unis, où chaque jour de sa vie, elle s'est demandé, est-ce que je suis assez pour être à ma place ici aujourd'hui? Et elle, sa stratégie compensatoire, ça a toujours été de travailler pour prouver au monde qu'elle pouvait y arriver. Mais comme on dit, ça a ses limites et c'est fatigant de toujours travailler. Ça me parle parce que je me reconnais aussi là-dedans. Et c'est vraiment, tu dois être vraiment tout le temps, comme tu dis, vraiment te prouver plus, comme si on a juste quelque chose à justifier notre valeur, en fait. Et une autre stratégie aussi qui est un petit peu, alors c'est comme si c'était les deux faces d'une même pièce, c'est la procrastination. Soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez, c'est-à-dire qu'on lâche. Et du coup, par peur de ne pas arriver et par cette peur de l'échec, qui est hyper forte chez plein d'entre nous, du coup, on laisse jusqu'à demain. On va arriver en retard à ce super examen, soi-disant qui est important pour nous, pour encore se justifier que ça ne va pas marcher. Oui, mais parce que j'ai raté mon bus, mais c'est inconscient. Donc, il y a vraiment ces deux stratégies et c'est intéressant d'observer en fait quelle est ma stratégie que j'ai mis en place pour compenser ça majoritaire dans ma vie. Moi, je sais que c'est faire plus tout le temps plutôt que procrastiner, mais certaines autres personnes, c'est vraiment ça. Et tu dirais que, là, ce qui me vient tout de suite, c'est est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment aussi un lien par rapport à la vie familiale et l'idéal que la femme doit, tu vois, il y a une sorte de culpabilité de se dire s'il y a des enfants, dans notre société, c'est un petit peu la femme qui doit rester, qui doit s'occuper des enfants, entre guillemets. Est-ce que tu as vu un lien avec ça ou pas forcément? Clairement, tout ce qui est pression sur la femme dans la société, charge mentale, etc., évidemment que ça a un impact parce que du coup, on a l'impression de jamais assez jongler.
on voudrait avoir ce rôle de mère, de sœur, de femme, de tout ce que tu veux. Et s'il y a un rôle qui n'est pas forcément accompli, ben, ça commence à tiquer. Alors que plein d'hommes ne se posent pas du tout la question. On voit aujourd'hui plein d'hommes en entreprise voilà, qui ont mis leur priorité sur leur vie complètement professionnelle. Et c'est la femme qui s'occupe de beaucoup de charges mentales à la maison. Et ça n'a jamais été un problème. Une femme aujourd'hui qui fait ça, elle serait beaucoup plus stigmatisée. D'où la pression sociétale qui est énorme. Une fois qu'on s'en a rendu compte, qu'on en a pris conscience, comment on pourrait éviter de continuer ce schéma-là? Est-ce que tu as en fait des petites Alors, clés? éviter, ouais, on a vu que ce n'était pas forcément le bon mot. En tout cas, il y a des choses importantes à mettre en place dans l'environnement. C'est aussi vraiment prendre conscience de ce dialogue interne et de voir à quel moment il vient le plus. Est-ce que quand c'est quand je suis fatiguée? Tu me disais tout à l'heure, tu avais les enfants qui couraient derrière. Ouais. Est-ce que du coup, c'est des moments comme ça qui t'incitent à avoir un dialogue un peu plus négatif et de vraiment prendre conscience de ça, de quand il vient. Pour quand il vient aussi, l'accepter. Ok, j'ai cette phrase, à un moment donné, c'est sorti tout seul, tu peux l'entendre. Je me suis dit, putain, t'es nul ou t'es qu'une conne ou j'en sais rien, des choses qu'on peut se dire. Et l'idée, c'est de se dire, stop, je fais une pause et je reformule. Ok, je ne suis pas nulle, je ne sais pas encore comment faire ce truc-là, ou je n'ai pas encore appris à le faire. C'est complètement différent. Et se dire à un moment donné, ok, la prochaine fois, si ça, je me dis que ce n'était pas forcément parfait, bah, comment je peux utiliser ce qui s'est passé là pour le faire mieux la prochaine fois? Et c'est complètement différent. Et notre cerveau, il prend cash tout ce qu'on lui dit. C'est l'inconscient qui fonctionne comme ça. Donc, plus on aime du négatif dans notre tête, plus on récolte du négatif. Donc, savoir poser et reformuler et être dans l'acceptation, justement, pas dans le refus de ce truc. Plus on se bat contre le syndrome de l'imposteur, plus on a des chances qu'il revienne. Quelque chose dont on veut se débarrasser, il revient par la porte, par la fenêtre. Alors que si on dit « Hey, cool, je t'ai entendu, ok, t'es là. Ok, j'ai entendu cette phrase, mais du coup, moi, ce que j'ai envie de changer et j'ai envie de dire maintenant, ok, j'ai fait de mon mieux, ok, l'erreur est humaine et du coup, ben, la prochaine fois, j'aurais appris que. » C'est ça aussi, c'est vraiment remettre en perspective l'échec et la valeur de l'échec. L'échec, c'est jamais une erreur, c'est juste un apprentissage. À partir du moment où on a compris ça, y a rien de négatif, on a fait de son mieux et on recommence. Comme quand on est enfant, on oublie toujours, mais avant d'apprendre à marcher, on est tombé 1000 fois. Et ça, c'est une statistique réelle. Et est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, quand on était petit, ah non, mais je ne suis pas un marcheur, laisse tomber, je ne vais pas y arriver. Non, on n'avait pas ces filtres-là. Et du coup, on était capable de tomber, de se mettre à quatre pattes, de recommencer, jusqu'à temps que ça arrive, parce qu'on savait que ça allait fonctionner. Ben, en fait, si on pensait comme ça en tant qu'adulte, à quel point ça nous libérait de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est le petit, ce que j'adore, c'est vraiment le petit pas après petit pas, parce que comme tu dis, ben, une fois, on va peut-être l'entendre, tu sais, 2 fois consciemment, parce qu'il est tellement là, et puis le lendemain, on va l'entendre 3 fois, après 4 fois, 5 fois, puis au bout d'un moment, on aura, comme tu dis, ben, créé cette relation avec lui, sans le rejeter, sinon il revient au galop, et d'accepter, parce qu'il vient aussi pour une raison, entre guillemets, comme tu dis, quoi, il est là pour une raison. Exactement. Et puis, ouais, j'aime bien aussi comme tu dis, cette théorie des petits pas. Souvent, les clients viennent me voir et me disent sur un truc, ah, je m'en fais une montagne. Mais bon, c'est tout ce qu'on dit, on le ressent, on le vit. Donc une montagne, bah, c'est pas facile à gravir. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il entend? J'ai pas envie d'y aller, ça va être dur, ça va être compliqué. Alors que si on découpe, on séquence un petit peu tout ce qu'on veut faire en petits pas, à quel point on peut célébrer les mini-victoires de chaque petit pas, c'est aussi super important. Moi, je me récompense souvent des petits pas et je me dis, j'ai réussi même à faire des fois un truc mais d'une simplicité. Et je vais quand même m'offrir quelque chose ou je vais me donner une petite récompense, de sorte que mon cerveau, il va vraiment enregistrer que ouais, c'est une accumulation de petits pas et de petites actions tous les jours répétées qui va faire à un moment donné un grand succès. Faire équipe avec soi. Ouais, C'est beau ça. C'est ça aussi, c'est que souvent, si tu regardes ce que tu te dis, tu supporterais pas que ta meilleure amie te le dise. Hein. Mais c'est clair. Imagine que ta meilleure amie te dise t'es nul hein, ou tu as fait de la merde aujourd'hui, entre guillemets, excusez-moi pour le gros mot. Je pense que tu lui dirais, intérieurement, ça fait non, qui tu te prends pour me dire ça? Alors que nous, en fait, on tolère beaucoup plus de choses que ce que les autres nous diraient. Ah ouais, mais on Donc, c'est comment faire s'auto-flagelle. allier avec soi et devenir sa meilleure amie. C'est intéressant aussi comme concept.
Et ça devrait être la relation prioritaire, on va dire, de notre vie, quoi. Et aussi, je pense que, je sais pas comment tu le sens, mais de voir en fait la vie comme le voyage qui est important et pas avoir une destination. En fin de compte, c'est quoi avoir une destination dans la vie? C'est quoi quand on est satisfait? Ça veut dire que, tu vois, c'est quoi ça? Donc, toujours courir avec quelque chose, puis en fin de compte, on oublie de vivre et on oublie ce qui est important, quoi. C'est d'apprécier le voyage et les expériences. Euh, Absolument. T'aurais du coup, tu fais aussi tes praticiens en hypnose. Est-ce que tu dirais que l'hypnose aiderait aussi avec le syndrome de l'imposteur un petit peu à le calmer ou à créer une relation harmonieuse avec lui? Bien sûr, parce qu'en fait, comme on a vu, souvent il y a beaucoup de choses, de phrases limitantes, de schémas répétitifs, négatifs, de phrases assassines, hein. En fait, c'est comme si une partie de nous était restée un peu gelée sur ces phrases, quelque part. Hmm. Du coup, l'idée, c'est vraiment rapporter cette personne à un moment donné, cette partie du cerveau qui a gelé, et de le faire revenir ici. Par exemple, en hypnose, un cas typique de parole en public où une personne s'est fait coacher 10 000 fois sur sa prise de parole en public, une femme brillante qui arrivait à un super haut niveau dans un poste. Et voilà, elle vient me voir en me disant, bah, voilà, j'ai essayé plusieurs coachings avec des trucs classiques, la respiration, le machin, Hmm. enfin, tous les trucs conscients qu'on pourrait voilà, coacher. Et puis, du coup, ça va pas. Et en fait, on fait une petite hypnose régressive, mais à peine, tu vois, état de conscience modifié, mais léger, sur Skype, enfin, tu vois, tranquillement. Et Ouais. en fait, on se rend compte que l'émotion qu'elle a à ce moment-là, elle l'a déjà ressentie avant, et on remonte au fil du temps jusqu'à la première fois où elle a ressenti ce qu'elle a ressenti quand elle monte sur scène. Et on se rend compte à la fin des fins que c'est pas consciemment ce qu'elle pensait, c'est-à-dire le jour où elle a vomi après sa première présentation chez Nestlé, etc., que ça remonte à la petite fille qu'elle était à 3 ans, qui a juste été à l'hôpital avec ses parents, et à un moment donné, il y a un rideau qui est tombé sur elle. Et du coup, elle s'est retrouvée le centre de l'attention de tout le monde. Et à ce moment-là, ça s'est figé. Et il n'y a eu personne pour lui dire que ça allait bien aller, que ce n'était pas grave, que ce n'était pas du tout grave. Waouh. Et du coup, en fait, le truc qui est resté bloqué là, et à ce moment-là, bah, elle a fait ce qu'il fallait avec la petite fille qu'elle était, elle l'a pris dans ses bras, et elle a juste dit cette phrase qu'elle voulait pertinemment entendre, qui était c'est OK, Ah ça va ouais. bien aller, c'est juste pas grave. Elle lui a dit, et après, on a remonté le fil du temps, fort de tout ça, jusqu'à maintenant, et le truc avait pratiquement Débloqué, quoi. disparu. Elle m'a donné des nouvelles après, et ça s'est très bien passé. C'est trop beau, c'est excellent. C'est C'est vraiment trop beau cool. et voilà, et on est tous des trucs comme ça où à un moment donné, bah, il y a cette phrase, en tant qu'enfant, on l'a pas comprise et ça a eu un impact sur nous presque disproportionné. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'adulte, bah, on l'a toujours, comme aussi un de mes clients qui était dans une situation familiale où il était bah, avec un frère. Et en fait, avec la famille, ils avaient un schéma où il avait pris l'habitude de se diminuer et de minimiser tout ce qu'il faisait pour laisser de la place à son Au frère et que frère. son frère brille. Le problème, c'est qu'en entreprise, aujourd'hui, à 42 ans et dans un poste de manager hyper puissant, eh ben, il est toujours dans ce schéma-là. Il a appris à pas forcément briller pour pas écraser les autres. Sauf que Hmm. normalement, il n'en aurait plus besoin. Mais c'est tellement ancré qu'il faut juste parfois revenir à ça, le débloquer, parfois même en parler, ça suffit. Donc c'est là où l'hypnose, puisqu'on touche à des processus inconscients, on Ouais. est guidé 95% par des processus inconscients, bah, c'est très utile. Et Ouais. parfois, c'est très rapide. Là, prise de parole en public, on parle d'une ou deux séances. Donc, c'est pas. Des fois, c'est des gros trucs, mais le changement est rapide. Ouais, Ça, ouais, c'est c'est-à-dire dès que tu as la prise de conscience, généralement, ça peut partir direct, quoi. Ça s'envole et reprendre vraiment On oublie souvent que énormément de choses viennent de notre enfance, qu'on n'en est absolument. pas consciente, puis du coup, on oublie que notre enfant intérieur, il est toujours là, puis il est toujours blessé, il est figé, comme tu dis, vraiment au moment où ça s'est passé. Et du coup, ben, on a décidé d'enfouir peut-être ça, je sais pas comment ça se passe inconsciemment, mais d'enfouir ça. Et puis du coup, ben, on vit avec, en fait. Oui, de toute façon, le corps parle aussi beaucoup. Ouais. Le corps, c'est beaucoup de choses. Et moi, en plus, enfin, je travaille beaucoup avec des multipotentiels, hauts potentiels, qui sont hyper dans le mental, avec des pensées arborescentes énormes. Et du Ouais. coup, la question, c'est toujours comment redescendre dans le corps, Ouais. dans le cœur aussi.
et écouter un petit peu plus ça. Et je pense que ça peut aider aussi sur le syndrome de l'imposteur, qui est finalement encore très mental, puisque c'est ce dialogue, cette rumination qu'on se répète comme un hamster dans une roue parfois, et que du coup, en redescendant dans le corps et en travaillant une intelligence différente, Ouais. somatique, etc., ça peut aussi, je pense, beaucoup aider. Ouais. Ok. Est-ce que tu as, on va dire, pour conclure, un conseil ou des conseils pour, au-delà du syndrome de l'imposteur, mais pour se sentir légitime, bien dans sa peau, ok avec soi-même, en confiance, dans la Alors, vie de tous les je jours? dirais que le plus gros conseil, c'est vraiment vraiment de passer du temps à apprendre à savoir parler de ses réussites et de ses accomplissements, de ses victoires, et que ça, c'est de la pratique, de la pratique et de la pratique. Et du coup, c'est ce qu'on fait aussi dans mes workshops de groupe, c'est qu'on apprend à déjà noter ses victoires, mais aussi à en parler devant les autres et se rendre compte que quand on parle de soi, ce n'est pas être prétentieux ni orgueilleux. Merci. Euh, du coup, je recommande moi, de prendre un carnet, par exemple, on peut l'appeler un joli carnet de confiance ou un carnet de victoire, et avoir toujours ça à côté de soi. Et dès qu'on reçoit un compliment, déjà aussi savoir remercier la personne en face de soi. Souvent, on a tendance à justifier un compliment. Moi, en des années, on me disait ah, tu as une super veste. Je disais ah, je l'ai fait un peu cheap au marché la semaine dernière. Oui, enfin, oui, c'est une veste, mais toujours en train finalement de diminuer le compliment de l'autre. Mais alors D'abord, que tu le adores la diminuer. veste, non? Alors que tu adores la veste, non? Parce Ah que bon? du coup, je ne portais pas le compliment. Donc après, j'ai appris à juste dire je me pose et je dis merci, un merci sincère. Et l'autre, du coup, voilà, je le remercie de son cadeau. C'est un cadeau qu'il me fait. Et du coup, ça aide beaucoup. Donc vraiment ça, aussi le carnet de confiance, noter les compliments qu'on reçoit, noter aussi, même dans une entreprise, tous les bons feedbacks qu'on a tout au long de l'année, pour que quand on a sa revue de la performance aussi à la fin de l'année, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe et qu'on ait ce syndrome de l'imposteur qui revienne. Non, j'ai tout noté. Du coup, je suis capable de me rappeler, parce qu'on a le cerveau a tendance à oublier des fois les choses bien. Ouais. Oui, donc c'est ça, et célébrer ses réussites. C'est super important de prendre le temps de célébrer les réussites pour entraîner son cerveau à se dire en fait, je fais plein de choses bien. Ouais. Mais merci de dire ça, c'est super important parce que tu peux recevoir 5 compliments, tu as une Oui, petite critique et c'est c'est ça, fini. exactement ça. Et le carnet, donc toi, tu as vraiment un carnet avec les victoires, c'est trop chou. J'ai non seulement un carnet, mais j'ai aussi un truc qui s'appelle The Wall of Success, hein, le mur du succès. Et pareil, dès que voilà, je reçois quelque chose, un compliment d'un client ou quelque chose dont j'ai réussi à faire progresser quelqu'un, je le note. Et il y a des moments où j'ai des downs comme tout le monde, hein. Et du coup, je me fais plaisir à le regarder. Je me prends un temps, je me prends une demi-heure et je me dis, ah ouais, quand même. En fait, aujourd'hui, c'était peut-être un mauvais jour, un jour sans. Mais je sais qu'au final, j'ai peut-être aidé des milliers de personnes dans ma vie à faire des trucs, donc c'est OK. Et je repars. Donc c'est Wow. aussi le truc de se dire, ouais, il y a des jours sans, c'est normal, c'est les montagnes russes, hein, surtout dans l'entrepreneuriat parfois. Mm. Ouais, c'est vraiment un truc nouveau tous les jours. Et c'est ça. Et aussi vraiment un petit point spécial pour les entrepreneuses, Ouais. entrepreneurs, c'est que souvent on a le syndrome de l'expert. C'est qu'on commence des choses nouvelles tous les jours, des formations, des trucs, être expert. On est sur tous les réseaux sociaux, etc. Et on se dit qu'on doit être expert en tout. Mais c'est juste pas Ouais. possible. Et par exemple, moi, j'ai appris aussi en tant que coach à avoir toujours un pas d'avance par à mes clients. Ça suffit. Je n'ai pas besoin d'être experte en tout. Ce n'est pas ceux qui me le demandent. Ils ne me le demandent jamais. Par contre, être toujours un cran en avance et pouvoir au moins leur apporter une chose, ça suffit. Donc, c'est ça Ouais. aussi. C'est penser aussi comme ça et qu'on n'a pas besoin d'être parfait et qu'on n'a pas besoin d'être une experte en tout. Puis on apprend en même temps en fait. On apprend continuellement. Et aussi ce qui m'est venu aussi, c'est de pouvoir aussi comprendre, je pense, et accepter que, par exemple, moi, briller, ça peut te permettre, toi, de briller. Et ça ne te fait pas de l'ombre. Tu vois, ça, c'est aussi Exactement. difficile. Je trouve, je le ressens aussi de dire, mince, si je brille, ça veut dire quoi que je vais faire de l'ombre à l'autre? Non, ça veut dire que tu lui montres comment briller. C'est magnifique, quoi.
C'est hyper cool. Oui, et puis il y a de la place pour tout le monde, hein. Ce qu'il faut aussi faire il faut vraiment faire attention, c'est avoir un entourage bienveillant pour le syndrome de l'imposteur qui nous tire vers le haut. Moi, j'ai passé aussi pas mal d'années à enlever petit à petit des relations toxiques ou des gens qui me renvoyaient quelque chose de négatif, puisque eux, ben, en fait, je faisais un miroir de ce qu'ils ne pouvaient pas faire aussi dans leur vie. Et ça a été super puissant. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien entourée par des gens qui me poussent. Oui, ça, c'est critique aussi. Waouh, merci beaucoup. Tu pourras mettre en tout cas une petite phrase dans ton, dans ton livre. Et du coup, si on veut travailler avec toi, donc tu fais des séances de coaching, est-ce que tu as donc ton site internet que je vais mettre Oui. sur les réseaux, tu fais des workshops, des conférences, Oui. comment on peut... Sur ton Alors, site, il du y a tout? coup, effectivement, j'ai soit de l'accompagnement sur mesure en coaching et en hypnose. Mhm. En hypnose, il faut compter peut-être un minimum de 1 à 3 séances. Ça dépend des problématiques. Mhm. Il y a aussi des problématiques d'arrêt du tabac, des fois qui sont assez simples finalement, Mhm. où en une fois, finalement, c'est fait. Et puis, il y a d'autres choses, comme tu as compris tout à l'heure, qui sont un peu plus inconscients, ancrés. Et là, en fait, il faut un petit peu déconstruire et décortiquer la problématique derrière, voir ce qu'il y a derrière le symptôme. Et ça peut prendre de 5 à 10 séances, mais c'est vraiment des thérapies brèves. Et le coaching aussi, c'est assez bref. Donc, soit c'est une problématique sur mesure, soit j'ai développé aussi des packs de coaching, notamment un qui permet d'accompagner les gens à trouver leur mission de vie. Surtout quand on est multipotentiel ou potentiel, des fois, c'est pas facile. On veut faire plein de choses, multicuriosité, multipassion, et on est un peu paumé. Et moi, j'aide les gens en fait à retrouver ce fil rouge, des fois qu'ils ont perdu, pour pouvoir apprécier leur multitalent. Donc, ça s'appelle PAC Mission de vie 100% alignée. Et puis, j'aide aussi maintenant les entrepreneurs justement à faire ce switch, cette reconversion des fois entre le salariat et Ouais. l'entrepreneuriat. Moi, j'ai travaillé dans les études marketing beaucoup et du coup, j'ai beaucoup aidé des marques de food, agroalimentaire à les aider à construire leur positionnement. Et aujourd'hui, j'applique ça en fait à l'entrepreneur. Comment trouver un positionnement pour pouvoir être clair, précis. Et il y a de la place pour tout le monde, mais c'est bien aussi d'être précis sur son positionnement. C'est la meilleure manière d'émerger par rapport à tous les gens qui font le même métier. Ouais, ouais, ça me parle, ça. C'est trop bien. Laissez-vous surprendre et allez jeter un œil sur son site internet. En tout cas, merci pour tes belles énergies. Merci beaucoup, Et Sandrine, bientôt pour une ton chaîne témoignage. YouTube, on va en parler toutes les Ouais, deux. oui. Alors là, mon syndrome de l'imposteur, évidemment, m'a Ah, beaucoup il est parlé. présent. Ouais. Il est bien présent et moi aussi, je fais des interviews aussi comme toi de personnes qui sont liées à mon expertise. Moi, c'est plutôt multipotentialité au Ouais. potentiel hypersensibilité. Mhm. C'est des sujets qui me passionnent. Donc voilà, c'est mon petit challenge pour la deuxième partie de De l'année et je trouve l'année. ça super de sortir de sa zone de confort, mais évidemment que ça fait peur. Évidemment. C'est ça qui nous fait vibrer, Et, quoi. ouais, et en même temps, c'est excitant. Merci beaucoup. Bonne chance à toi pour ta chaîne. En tout cas, j'irai Merci voir à toi ça. aussi et merci de Ouais. m'avoir invité. C'était super agréable. Avec plaisir, Sandrine. À tout bientôt. Bye À tout. bye. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.